Bonsoir! Bonsoir à tous! Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Bonsoir Robert. Bienvenue sur, la plateforme, Vivo Vojo Dynamica. Nous sommes ravis avec toute l'équipe, de vous accueillir ce soir pour le premier webinaire, de questions-réponses et j'ai l'immense plaisir, d'être en ta compagnie Robert ce soir. Je pense que, bon nombre, de personnes parmi nous, te connaissent déjà, mais voilà, je pense que c'est bien de faire un petit rappel du coup. Donc, je rappelle que tu es docteur, que tu as créé 2 écoles, France PNL et France Hypnose Formation, Tout à fait. dans lesquelles tu es formateur. Tu es également formateur en coaching, tu es spécialiste en gestion du stress, en Tout à cytologie et histologie, qui sont fait, les exactement. études de la science et des tissus, de la cellule et des tissus, Oui, pardon. Et tu enseignes également, la psychopathologie, l'analyse transactionnelle et les neurosciences à Paris 8. c'est ça. Je vois qu'il y a bonsoir Jean-Claude, bonsoir Oui, de la Côte Basque. du Pays Basque. Donc du coup, ce soir, nous allons aborder, le premier thème, de ce lancement de plateforme de Vivo Vojo Dynamica qui est, le thème de l'hypnose. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Oui, Bonsoir. bonsoir à Pascal de Savoie. Ah, que j'aimerais bien être en Savoie tout de suite. Là. Annie de Montmorency. Voilà, super. Emmanuel aussi de Martinique, voilà, sud-est de la France. Donc bonjour à tous et à tous ceux qui vont nous rejoindre. Ça va être, je pense, une très belle soirée qu'on va passer ensemble et surtout, enfin pour moi, une soirée d'échange parce que c'est vraiment une chance extraordinaire lorsqu'on fait un dossier de pouvoir ensuite communiquer avec les gens qui ont vu le dossier, qui ont regardé les vidéos, même si on a déjà commencé au travers du chat et au travers du forum. Je sais qu'il y a pas mal de questions qui m'attendent et j'en suis vraiment ravi. Oui, nous avons commencé déjà à recevoir, un bon nombre de questions. N'hésitez pas d'ailleurs ce soir à, voilà, interroger, Robert qui nous fait le plaisir, est complètement disponible pour nous ce soir et pour répondre à toutes nos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à les écrire. Du coup, nous, on peut, voilà, commencer à répertorier celles que nous avons reçues. Je vous rappelle du coup qu'il est possible d'écrire, et d'envoyer vos questions tout au long de la semaine dans le cadre de, cette plateforme. Il existe également un forum sur lequel vous pouvez échanger entre vous, sur les différents, dossiers. Et je vous rappelle aussi, voilà, pour, vos amis ou, vos collègues à qui vous pourriez, parler, de cette, formidable plateforme et de tous ces dossiers, voilà, qui arrivent toutes les semaines, que les dossiers sont indépendants. Donc, si vous n'avez pas pu vous abonner, cette semaine au lancement, il est encore temps de le faire au fil des semaines et vous pourrez rattraper, les différents dossiers passés, un peu plus tard. Est-ce qu'on commence avec, les premières questions, Robert? Qu'en Eh dis-tu? bien, avec plaisir. Allez, on y va. Alors, j'ai reçu une première question, de Béatrice, Oui. qui demande si les résultats obtenus par l'auto-hypnose sont durables. Oui. Alors, oui, effectivement, c'est durable. Alors, il y a plusieurs aspects qu'il faut souligner. D'abord, sur l'aspect court terme. Par exemple, vous êtes en situation de stress. Je prends souvent l'exemple, vous êtes chez le dentiste et puis vous avez envie d'être détendu, etc. Ce qui est bien pour vous et aussi bien pour le dentiste. Eh bien, vous allez pouvoir faire une séance d'auto-hypnose. Et là, les résultats vont être immédiats. Et puis après, bon, une fois que vous êtes sorti, tout va bien. Alors ça, c'est le résultat immédiat de l'auto-hypnose. C'est la même chose aussi pour une douleur, par exemple. Vous avez mal au dos, vous faites une séance et vous allez aller tout de suite mieux. Et ensuite, la douleur va partir, donc vous n'aurez plus besoin d'utiliser l'auto-hypnose. Et puis après, vous pouvez utiliser l'auto-hypnose pour des changements plus profonds et plus durables. Par exemple, alors on connaît les mécanismes. Pendant très longtemps, ce qu'on a fait, c'était de constater que c'était durable et maintenant on sait comment ça fonctionne. Alors d'ailleurs si on le sait, on ne le sait que maintenant, c'est parce que ce sont des découvertes très récentes qui vont dans deux directions mais qui se rejoignent à un moment donné. D'abord au niveau de la plasticité cérébrale.
C'est-à-dire que on a longtemps pensé que le cerveau était assez figé, que s'il y avait des structures à l'intérieur et que ça ne bougeait pas et que toute la connectique était figée. Et on sait maintenant qu'on a une plasticité extraordinaire au niveau du cerveau, que vous avez en permanence de nouvelles synapses qui se créent et surtout en permanence de nouveaux chemins de conduction de l'influx nerveux. Alors, par exemple, lorsque vous voyez un événement quelconque et vous voulez vous en souvenir, eh bien, vous avez deux façons de vous en souvenir. Soit cet événement est relié à une émotion forte et dans ce cas-là, ce souvenir va s'imprimer chez vous. Ça veut dire que le chemin, en quelque sorte, qui va de l'hippocampe aux différentes parties du cerveau va être profond et il restera toute votre vie. Malheureusement, les gens qui, par exemple, ont vécu le Bataclan, ils ne l'oublieront jamais. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts d'y repenser, ça vient tout de suite, parce que là, il y a un traumatisme et autres. Mais quand on a, alors l'autre façon, alors c'est soit émotionnel, mais pour être positif aussi, on se souvient de son premier vélo, de sa première voiture, de son premier flirt, etc. Donc ça, évidemment, ça marque notre esprit parce qu'il y a une émotion. Et puis la deuxième façon de se souvenir, vous savez, c'est de répéter, comme on a appris les fables de La Fontaine, on les a répétées encore et encore jusqu'à ce qu'on les connaisse par cœur. À chaque fois que vous apprenez, à chaque fois, vous allez renforcer votre chemin neuronal, voilà, jusqu'à ce qu'il devienne bien inscrit et vous n'oublierez plus jamais. Enfin, il suffira de réactiver un petit peu, mais vous vous en souviendrez. Ça va permettre un travail en profondeur. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez augmenter votre confiance en vous, eh bien, vous allez construire un chemin synaptique, en fait, à l'intérieur du cerveau, et ce chemin va vous permettre d'avoir de la confiance en soi durable, parce que vous allez vraiment fabriquer ce chemin. Au passage, je parle beaucoup et très régulièrement de neurotransmetteurs parce que les neurotransmetteurs, c'est vraiment très important dans le cerveau. Les neurotransmetteurs, c'est éphémère, hein, c'est-à-dire que quelqu'un vous fait rire et tout de suite vous avez de la dopamine, par exemple. Vous êtes amoureux et tout de suite vous avez de l'ocytocine. Vous êtes stressé, tout de suite vous avez de l'adrénaline et puis hop, ça part. Il y a une valse des émotions en quelque sorte, ça ne dure pas. Alors que les chemins synaptiques, eux, durent. C'est quelque chose qui va durer longtemps. Et puis, par rapport à plein de mécanismes aussi, il y a un deuxième phénomène. Je suis un petit peu long, mais c'est quelque chose de vraiment important, dont vous avez sans doute entendu parler les uns ou les autres. C'est l'épigénétique. Alors, la génétique, c'est en fait notre ADN. Et l'épigénétique, c'est ce qui va entourer l'ADN et qui va faire que un gène, en fait, s'exprime ou ne s'exprime pas. Alors, c'est un peu complexe, c'est lié à la méthylation, etc. Enfin bon, ça peu importe. Toujours est-il que on peut, avec l'auto-hypnose, mais pas seulement avec l'auto-hypnose, modifier en fait l'expression des gènes. C'est-à-dire que si la génétique, on hérite de ça, l'expression des gènes, en fait, est liée à notre environnement. Par exemple, une mauvaise alimentation va permettre à certains gènes de s'exprimer, par exemple des gènes qui créent le cancer ou des choses comme ça, enfin des maladies comme celle-là. Et puis, on va pouvoir aussi fermer l'expression de gènes, par exemple dans le cancer ou dans le stress. Voilà, avec le stress, si vous utilisez l'auto-hypnose régulièrement, eh bien, vous allez fermer en quelque sorte le gène du stress ou le gène du traumatisme. C'est un gène qui s'appelle F4PP5, donc vous allez le fermer en quelque sorte. Et donc ça veut dire qu'on peut modifier en profondeur l'expression de nos gènes avec l'hypnose, mais pas seulement, aussi avec l'alimentation, avec les relations humaines, etc. Tout ça, ça modifie l'épigénétique. Et l'épigénétique, ça se transmet. C'est-à-dire que si vous avez vécu beaucoup de stress, eh bien, vous allez transmettre ça à votre descendance, à vos enfants, mais aussi à vos petits-enfants, etc. Ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 générations. Donc, c'est pour ça que le stress est vraiment un poison. Ça se limite pas, en fait, à notre propre personne. Ça va avoir un effet sur la descendance. Et donc,
L'auto-hypnose, évidemment, parce que c'est un travail qu'on peut faire régulièrement, va permettre de faire un travail en profondeur et un travail durable. Et là, on est vraiment dans la philosophie de Dynamica, puisque lorsque Dynamica a été créé par Philippe, Gilles, le projet Dynamica, c'était de proposer aux personnes qui viennent nous rejoindre dans cette plateforme, eh bien des changements d'abord variés, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont différents les uns des autres. Je crois que la prochaine fois, c'est la respiration, par exemple. Donc, vous voyez, c'est différent d'auto-hypnose. Des variés et aussi des changements en profondeur et des changements durables. C'est vraiment notre philosophie Dynamica, un changement profond et changement durable. Donc, évidemment, l'auto-hypnose s'insère totalement dans cette philosophie. C'est pour ça, d'ailleurs, que on commence par l'auto-hypnose. Voilà, changement durable et profond. C'était le sujet rêvé pour démarrer le lancement de cette plateforme. Merci pour cette réponse. Je te propose de suivre dans l'ordre des arrivées dans le chat. Donc, nous avons Joël qui nous demande la différence entre l'auto-hypnose et la sophrologie. Alors la différence entre l'auto-hypnose et la sophrologie, c'est tout simplement que il y en a une qui est la fille de l'autre. La sophrologie, c'est la fille de l'hypnose. Alors l'hypnose a eu beaucoup d'enfants, hein, parce que la psychanalyse, par exemple, au départ, est née de l'hypnose, puisque Freud, pardon, a pratiqué l'hypnose avant de développer sa technique. Et d'ailleurs, Freud a toujours dit du bien de l'hypnose, même lorsqu'il a abandonné l'hypnose pour développer la psychanalyse, il en disait du bien. Alors la sophrologie, c'est pareil. La personne qui a développé la sophrologie au tout début, c'était le professeur Alfonso Caicedo, qui est un neuropsychiatre espagnol. Il est venu se former à Paris à l'hypnose. Voilà. Et il est venu se former à l'hypnose, notamment chez le professeur Raphaël Cherchev. Alors ça, c'est quelque chose que je sais bien, puisque moi, le professeur Raphaël Cherchev a été l'un de mes professeurs, mon premier professeur. Et donc, j'ai la chance d'avoir eu comme premier professeur le même professeur qu'Alfonso Caicedo, que malheureusement, je n'ai pas eu la chance de rencontrer. J'aurais bien aimé, parce que c'était quand même une personne exceptionnelle. Et il est donc retourné à Madrid, le professeur Alfonso Caicedo, et il a créé à Madrid le premier centre de formation à l'hypnose, chose que peu de gens savent en fait, et non pas la sophrologie. La sophrologie est venue juste un petit peu après, lorsque sous l'influence de sa femme Colette, dans un premier temps, il s'est intéressé à d'autres disciplines, le zen, le bouddhisme, etc. Et il a associé à l'hypnose, donc ces influences-là. Donc c'est très proche. On a beaucoup de sophrologues qui viennent se former chez nous à l'hypnose. C'est très proche mais différent. J'en profite pour dire que la sophrologie c'est une belle discipline. Hein, je n'en dirai que du bien. C'est une discipline qui est différente maintenant. Il y a vraiment, même si elle est née de l'hypnose, ça s'est complètement détaché de l'hypnose. Il y a des points communs, il y a des ressemblances. Mais l'hypnose permet notamment des actions très rapides dans des contextes même difficiles, comme par exemple on va utiliser l'hypnose sur un lieu d'accident, on va utiliser l'hypnose dans une salle d'opération, etc. Et la sophrologie, pendant très très longtemps, s'est développée parce que les gens avaient un petit peu peur de l'hypnose. Hein. On entendait tellement de choses, puis on entend d'ailleurs encore plein de choses assez fausses sur l'hypnose. Et donc, évidemment, comme ils avaient un petit peu peur de l'hypnose, ils allaient vers la sophrologie. Mais maintenant, je sais beaucoup, par exemple à l'hôpital, je sais que beaucoup de sages-femmes se forment à l'hypnose, alors qu'avant, elles se formaient essentiellement à la sophrologie. Alors, l'hypnose va permettre plein de choses. Elle va permettre déjà ce que la sophrologie peut faire, mais elle va permettre aussi de modifier, j'aurai l'occasion sans doute d'en reparler ce soir, de modifier les agencements psychologiques néfastes, ce qui n'est pas forcément la direction de la sophrologie, en fait. D'accord. Voilà. Très bien.
Ah, merci pour cette précision. On continue avec les questions du coup. J'ai une question de Séverine qui, te demande si, vous avez des conseils pour apprendre l'auto-hypnose à des enfants angoissés, enurésiques ou autres? Oui. Alors là, ce que j'ai envie de dire en premier, c'est que les enfants sont vraiment de très bons sujets pour l'hypnose. Euh, et ça, c'est le premier point. Pour quelle raison? Bien, déjà parce que ils sont moins résistants que les adultes. Ils ont moins de préconceptions sur les choses, sur le pouvoir de l'hypnose, etc. Ce qui est surtout l'ordre ça, c'est surtout de la mythologie, hein, cette affaire-là. Donc ils sont plus ouverts et donc du coup ils sont faciles à mettre en hypnose. D'ailleurs, il suffit de voir euh, un enfant en train de jouer et il n'entend plus personne autour de lui, il est avec C'est ses vrai. poupées ou avec ses voitures, ses camions, enfin il ou elle, il est en état d'hypnose. Ou alors un enfant devant une télévision, il est en état d'hypnose pratiquement. Donc ce sont des sujets très très faciles. Alors maintenant pour l'énurésie, oui bien sûr, l'énurésie. Alors au passage l'énurésie, on considère que il y a un problème d'énurésie, c'est-à-dire le pipi au lit, hein, pour les enfants qui ont plus de 5 ans. Moins de 5 ans, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça peut être tout à fait normal. Un problème purement physiologique. Les sphincters n'atteignent pas tous la maturité physiologique pour le faire. Donc, à 5 ans, on fait pas grand-chose. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est culpabiliser les enfants, etc., ce qui risque d'installer l'énurésie. Faut différencier aussi l'énurésie primaire de l'énurésie secondaire. L'énurésie primaire, c'est lorsque l'enfant donc n'a jamais réussi à contrôler ses sphincters, euh, son sphincter, alors que l'énurésie secondaire, ça survient après un événement, par exemple l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, etc. Et à ce moment-là, il y a un petit problème psychologique. L'enfant peut se remettre à faire pipi au lit parce que il veut montrer qu'il est encore petit ou il veut manifester quelque chose. Voilà, inconsciemment, bien évidemment, quoi. Mmh. Donc oui, ça fonctionne vraiment très très bien l'auto-hypnose. D'ailleurs, je conseille, moi je forme beaucoup d'hypnopraticiens et d'hypnothérapeutes, et je conseille aux hypnopraticiens et aux hypnothérapeutes à former les enfants à l'auto-hypnose pour qu'ils puissent, entre les séances, pratiquer l'auto-hypnose et s'envoyer des messages positifs. Alors il y avait les enfants, il y avait quelque chose d'autre encore, l'énurésie, et puis il y avait dans la question Et autres. et autres, Heu, oui. Alors ouais, sur des enfants angoissés, sur, angoissé. Alors oui, alors là vraiment, c'est un domaine où l'auto-hypnose va être efficace en fait, hein. Et la communication aussi d'inspiration hypnotique va être très très efficace. Bon, les enfants aujourd'hui sont soumis à un bombardement de nouvelles qui les atteint, même s'ils n'ont pas toujours l'impression d'être atteints par ça, mais le virus, bien sûr, ils sont très conscients du danger du virus. Ils voient tout le monde avec des masques, etc. Donc même les tout petits, ça génère chez certains d'entre eux de l'anxiété. Maintenant, c'est la guerre. Alors moi j'ai une fille qui a 5 ans et qui est à la maternelle et ils savent ce que c'est que la guerre en Ukraine, ils en parlent entre eux, ils savent ce que c'est qu'une bombe, ils savent ce que c'est que la mort, etc. Enfin c'est terrible hein, pour des petits de 4 ans, de 5 ans d'être confrontés à tout ça et ça peut et puis il y avait aussi, je reviens sur le virus. Lorsque on était confiné, ça a été pour les enfants quelque chose d'extrêmement difficile, quoi, en fait, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir avoir de contact avec des amis, etc. Un enfant, ça a besoin de jouer avec les autres, pas seulement tout seul. Puis les parents, bon, bah pour jouer, c'est quand même des adultes, c'est pas pareil. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'angoisses qui sont arrivées. Et là, l'auto-hypnose est très très intéressante pour les enfants. Il faut leur apprendre ça, il faut leur apprendre à s'envoyer des messages positifs, etc. Vraiment, il y a un gros gros travail à faire avec les enfants et c'est un travail merveilleux. mmh, qui sera formidable pour poursuivre en plus à l'âge adulte. Donc au plus Oui, en tôt plus, c'est démarrer.
Mathilde, tu as raison, ça va leur donner des compétences et qu'ils pourront utiliser après tout au long de leur vie, lorsqu'ils ont un devoir de maths, lorsqu'ils sont un peu stressés, lorsqu'ils auront plus tard, lorsqu'ils seront étudiants des examens. Moi, il m'est arrivé de soigner des étudiants qui étaient hyper stressés et je leur disais, bon, vous avez un examen qui dure 2 heures. Prenez 5 minutes, 10 minutes pour faire une séance d'auto-hypnose, vous allez vous détendre et vous allez pouvoir accéder à votre mémoire, alors qu'on sait bien que le stress, en fait, ça empêche d'accéder à sa mémoire et que de temps en temps, vous avez des gens qui ont un blocage alors qu'ils savent plein de choses, ils se souviennent plus de rien, quoi. Et ça, c'est dû au stress. Voilà. Donc, un peu d'auto-hypnose, de relaxation, etc. juste avant. Faut prendre 5 minutes, fermer les yeux, mettre les mains bien à plat sur le bureau et puis faire une séance d'auto-hypnose, là, comme je vous ai proposé dans le dossier, et c'est juste formidable, en fait. Hein. Et comme ça, on a tous ces moyens pour agir. Voilà. Donc j'espère qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui ont des super notes au lycée, à la fac, grâce à l'auto-hypnose. D'ailleurs, hein, c'est génial. Un beau soutien. Oui. On continue avec Béatrice. Alors, tu en as un petit peu parlé, mais voilà, repère un point peut-être sur les neurotransmetteurs. Bonjour Robert. Oui. Pourriez-vous revenir sur l'ocytocine? Certes, cela fait partie des neurotransmetteurs du bonheur, mais cela est plus confus pour moi que la dopamine et la sérotonine, etc. Merci pour votre éclairage. Ah, alors si on parle d'ocytocine, l'ocytocine c'est mon neurotransmetteur préféré. Alors vous voyez, alors la dopamine j'aime beaucoup parce que la dopamine c'est le neurotransmetteur du bonheur. Voilà. Donc ça c'est formidable. Donc à chaque fois que vous êtes heureux, vous produisez de la dopamine. Alors on sent bien lorsqu'on a de la dopamine et lorsqu'on va au cinéma, qu'on voit un film drôle, après on a plein de dopamine, on a aussi des endorphines, des choses comme ça, mais on est vraiment heureux. Lorsqu'on rit avec des amis, on a de la dopamine. Au passage, la relation humaine, elle est vraiment importante pour notre équilibre. Rencontrer des gens, faites-vous des amis. L'auto-hypnose, c'est formidable contre le stress, mais aussi avoir des amis, faire la fête et être heureux, c'est un formidable antidote contre le stress. Donc ça, c'est la dopamine. La sérotonine, c'est autre chose, c'est l'hormone de la sérénité, de la tranquillité. Donc si vous avez besoin d'être calme, etc., vous allez produire de la sérotonine. Donc pour ça, alors au passage, la sérotonine, c'est très important pour notre équilibre. Et lorsqu'on fait une dépression, les médecins vont vous prescrire un médicament qui s'appelle l'IRS. Enfin, c'est une famille qui s'appelle IRS et qui veut dire inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Et le rôle des antidépresseurs, c'est d'augmenter dans votre cerveau le taux de sérotonine, pardon. Le taux de sérotonine. Donc, les antidépresseurs agissent sur la concentration de sérotonine dans le cerveau en l'augmentant. Après, alors l'ocytocine, voilà, j'arrive là. Effectivement, alors l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. C'est l'hormone de l'amour. Et lorsque une maman va mettre au monde un enfant, eh bien son taux d'ocytocine augmente. D'ailleurs, il commence un peu avant l'accouchement, puisque le taux d'ocytocine, l'ocytocine, va augmenter, va permettre la dilatation du col utérin. Voilà. Donc, je trouve ça formidable qu'une hormone qui s'occupe de l'amour s'occupe aussi de permettre le passage du bébé et la naissance. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. C'est-à-dire qu'en plus, l'ocytocine, ça va augmenter la production de lait. Donc, vous voyez qu'elle est vraiment très centrée sur l'amour. Et alors, l'ocytocine, il y a quand même un cas où elle peut produire de la violence, en fait, mais c'est vraiment un seul cas, c'est lorsque un bébé est attaqué ou est en danger. À ce moment-là, le taux de l'ocytocine est une hormone qui va booster la maman pour qu'elle défende son bébé. Donc c'est toujours si c'est de la violence, c'est une hormone de défense, voilà, de la progéniture en quelque sorte. Hein. Et donc l'ocytocine, évidemment, c'est fantastique. Alors l'ocytocine n'est pas produite uniquement par les femmes, hein, les mamans, c'est produit par tout le monde, hein, et par les hommes, et aussi par les grands-parents, etc. Et parfois les grands-parents sont un petit peu fatigués ou ils sont
où ils ont mal au dos, ils ont mal aux articulations, etc. Et puis les petits enfants arrivent et d'un seul coup, ils n'ont plus de douleur. D'un seul coup, ils se lèvent pour aller chercher des gâteaux ou des choses comme ça. Ben, c'est sous l'effet de l'ocytocine, en Mmh. fait, qui augmente et qui fait que grâce à ce taux augmenté, eh bien, ils ne sentent plus la douleur, mais c'est réel, ils ne sentent vraiment plus la douleur. Il faut pas croire qu'ils font du cinéma. Moi, j'ai connaissais quelqu'un qui disait oui, elle fait du cinéma lorsqu'elle est toute seule. Elle n'est pas capable de se lever, mais dès que les enfants arrivent, d'un seul coup, elle retrouve ses forces. Eh bien, je leur ai expliqué que c'était grâce à ce neurotransmetteur, plus l'endorphine, qui sont souvent associés, qui fait qu'on ne ressent plus la douleur. Voilà, donc l'ocytocine, c'est le neurotransmetteur de l'amour, la sérotonine de la tranquillité, et la dopamine du bonheur. Au passage, la dopamine humaine, c'est celle qui est produite par notre corps, elle est sans risque. Vous pouvez être aussi heureux que vous en avez envie. Il y a que des avantages. Je dis ça parce que la dopamine peut être augmentée également lors de la prise de drogue. Voilà. Mais si on prend de la drogue, on a une augmentation du taux de dopamine, mais c'est manié par quelque chose d'extérieur et là, ça devient dangereux parce qu'on ne maîtrise plus les choses, quoi. Donc, moi, je vous souhaite d'être addict au bonheur. Ah oui, ah oui, soyons addicts au bonheur, c'est bien ça. On continue avec une question de Féline. Faut-il traiter un sujet à la fois en auto-hypnose et à quelle fréquence est-il bon d'effectuer des séances sur un sujet précis? Alors ça, c'est peut-être quelqu'un qui exerce. Est-ce que c'est quelqu'un qui exerce en cabinet, qui est hypnopraticien, hypnothérapeute? Alors Féline, peut-être si vous pouvez nous préciser. Alors, en ce qui me concerne, dans mon centre de formation, on enseigne donc l'hypnose et l'auto-hypnose. Et on demande, enfin, je demande à mes étudiants d'apprendre l'auto-hypnose à leurs patients, voilà, pour que entre les séances, ils puissent compléter la séance d'hypnose chez l'hypnopraticien ou l'hypnothérapeute. Alors, si votre hypnopraticien ou votre hypnothérapeute ne le fait pas, et bien du coup, bah, vous le faites vous-même en fait, et vous complétez les séances qui sont parfois espacées d'une semaine, parfois de plus. Donc, ça permet de compléter. C'est très intéressant dans plein de situations. J'ai parlé de l'énurésie tout à l'heure. Donc, si pour un enfant, on fait une séance tous les 15 jours, ben, entre deux, il va pratiquer l'auto-hypnose. C'est très intéressant pour les addictions et notamment pour le tabac, parce qu'il y a beaucoup de rechutes qui sont dues au fait que, bien, on fait une séance, ça marche bien, les gens arrêtent de fumer, et puis petit à petit, l'efficacité de la séance baisse, et là, ils se remettent à fumer, sauf s'ils font des séances d'auto-hypnose entre deux. Voilà, donc il y a plein et par exemple, je peux citer aussi la douleur. Si vous êtes hypnopraticien, hypnothérapeute, que vous recevez quelqu'un pour la douleur parce que quelqu'un a des douleurs au niveau des articulations dues à son âge ou des choses comme ça, eh bien là, il faut leur apprendre l'auto-hypnose pour qu'ils puissent, dès qu'ils ont mal, faire une séance d'auto-hypnose qui permettra soit de se passer de médicaments, soit de réduire les doses, et on sait que c'est très très important de réduire les doses parce que les médicaments, les antidouleurs ne sont pas anodins, et je pense au paracétamol par exemple, plus connu sous le nom de commercial de Doliprane. Ça paraît être anodin, mais ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire ça agit au niveau du foie, ça provoque des dégâts au niveau du foie, et ça peut même aller jusqu'à contraindre un médecin à faire une greffe de foie. Parce que le foie a été trop abîmé par le Doliprane. On peut dire qu'en moyenne, on a une greffe de foie par semaine due au Doliprane en France, beaucoup plus aux États-Unis, parce qu'ils sont très très médicaments. On l'est déjà pas mal, nous. Mmh. Donc oui, Ouais, ouais, entre les séances, oui. voilà, OK. Et alors après, elle a dit non, donc je ne sais pas si je ne pense pas qu'elle est Alors peut-être qu'elle qu'elle a des séances ce d'hypnose et soit en suivant le module en fait. Je pense que c'était la fréquence en suivant le ah, module que tu proposes.
Ah, alors la fréquence, alors après, parce que c'est vrai qu'avec les médicaments, on a l'habitude à dire un comprimé matin, midi et soir, par exemple, combien de fois par jour on peut faire de l'auto-hypnose. Alors vraiment, l'auto-hypnose, vous pouvez le pratiquer autant de fois que vous le souhaitez, hein. Et si vous avez des douleurs, eh bien, vous pouvez utiliser l'auto-hypnose à chaque fois que vous avez une douleur. Et si ça revient, ben faites-le, quoi, parce que c'est vraiment magique, quoi. Elle a commencé à lister des sujets, c'est ce qu'elle nous dit. Donc elle souhaite le travailler, sur ces différents sujets. C'était Oui, l'objet de sa question du coup sur, très la bien. fréquence et Ouais. Vous allez très voir bien. comment s'appelle la personne. Féline, Céline? Féline, Féline, Féline. ouais, joli Féline. prénom. Utiliser l'auto-hypnose, c'est vraiment magnifique contre la douleur. Vous savez que dans les centres de grands brûlés, on utilise l'hypnose et l'auto-hypnose pour non pas supprimer la morphine, hein, mais réduire les doses de morphine. Parce que vous savez que la morphine a des inconvénients, évidemment, quand on a des doses importantes, et que ça peut même être dangereux si la dose est trop importante. Et donc, on va réduire les doses de morphine grâce à l'auto-hypnose. Donc alors là, on est vraiment dans un cas extrême parce que les grands brûlés, vous savez bien, ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre de nous brûler avec une petite chose, ne serait-ce qu'en mangeant une fondue bourguignonne, par exemple, on brûle, ça fait mal, hein. Alors vous imaginez un grand brûlé, le niveau de douleur qu'il a. Et donc c'est fantastique. Et puis on fait aussi des interventions chirurgicales sous hypnose. C'est vous dire l'efficacité de l'hypnose et de l'auto-hypnose contre la douleur. Mmh. Ouais. On continue avec Nathalie. Bonsoir. Quel est le rôle précis du neurotransmetteur GABA? Quelles images ou situations travailler pour le stimuler avec la méthode 2? La méthode numéro 2, j'imagine que c'est ta deuxième méthode. Deuxième méthode, alors, C'était la visualisation, la deuxième méthode? oui, alors c'est la deuxième, effectivement, c'est la visualisation. Alors là, c'est, comment tu m'as dit le Quel est prénom? le rôle précis du neurotransmetteur GABA? Mais le prénom, c'est C'est Nathalie. Nathalie. Bonjour Nathalie. Donc je suis très heureux de réponse. Alors c'est pas GABA en fait, hein, c'est la dopamine, voilà, dont je parle. Et c'est vrai que, enfin, je pense pas parler du neurotransmetteur GABA, mais la dopamine. Alors dans l'hypnose ericksonienne, mais pas seulement, on utilise des images et on utilise des images agréables. Alors c'est pas par hasard, parce que en fait, il serait peut-être encore plus facile d'hypnotiser quelqu'un avec des images négatives. Il y a même des techniques où on utilise le stress pour hypnotiser quelqu'un, mais on utilise des images positives parce que on va du coup provoquer la sécrétion de dopamine, et la sécrétion de dopamine qui, au passage, je vous rappelle, c'est l'hormone le neurotransmetteur du bonheur. Du coup, ça va, on l'utilise également dans la créativité, l'imagination, etc. Et lorsqu'on a un projet qui nous tient à cœur, par exemple, eh bien, on a plein de dopamine. C'est pour ça que je préfère les techniques, même si j'enseigne ici l'hypnose rapide, où il n'y a pas de production de dopamine, hein, dans l'hypnose rapide. Je préfère, dans beaucoup de cas, utiliser l'hypnose ericksonienne parce qu'on va créer de la production de dopamine qui va ouvrir le champ des possibles, on va dire. Voilà. D'accord. Merci. On continue avec Françoise. Françoise, du coup, qui nous dit: Je crois comprendre que le stress m'a hélas provoqué une maladie auto-immune, soit le lupus. Est-ce que l'auto-hypnose peut m'aider à enrayer, car j'ai très peu de connaissances sur ce type de maladie? Oui, alors on parle du lupus érythémateux. Effectivement, alors l'auto-hypnose, c'est vraiment une technique merveilleuse contre le stress. Voilà. Alors, c'est une technique merveilleuse pour plein de raisons. D'abord parce que on va pouvoir gérer le stress instantané, c'est-à-dire celui que l'on a, par exemple, lorsque l'on va passer un examen. Bon, on est stressé, donc il faut tout de suite le calmer. Et puis le stress, donc le stress aigu, on va dire. Et puis ça va nous permettre également de traiter, le stress chronique. Et là, il va falloir
du coup répéter les séances d'auto-hypnose avec deux objectifs dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire créer de nouveaux chemins neuronaux, synaptiques, d'une part, et d'autre part, modifier l'activité des gènes avec l'épigénétique. Et donc, beaucoup de maladies, notamment le lupus, se déclarent du fait du stress, etc., ou sont aggravées par le stress. Et donc, oui, l'auto-hypnose va avoir des effets formidables, quoi. Formidables. Ouais. Mmh. Ok, très bien. On continue avec une nouvelle question de Féline. Lors d'une séance d'auto-hypnose en induction par concentration sensorielle externe, Oui. faut-il garder une ligne de conduite sur les rêveries positives ou peut-on voguer sur différents sujets ou créations? Alors, donc, pour information, j'ai décrit deux techniques. Concentration sensorielle externe, donc c'est celle où on commence, c'est aussi, on appelle ça aussi le body scan, c'est-à-dire on va commencer par les pieds et on va remonter jusqu'à la tête. Et puis la concentration sensorielle interne, où on fait venir des images et des images positives. Voilà. Alors, ce que je dis moi à chaque fois, c'est que il faut accepter toutes les images qui viennent. Voilà. Si on est gêné par des images parasites, par exemple, eh bien, il faut pas essayer de les rejeter. Il faut les accepter, parce que plus on essaiera de les rejeter, et plus on va avoir des difficultés, plus on va devenir résistant. Voilà. Donc, il faut, quand on pratique l'hypnose, il faut être acceptant, sachant que on fonctionne à deux niveaux, un niveau conscient et un niveau inconscient. Donc, les images qui apparaissent parasites, par exemple, sont des images qui sont conscientes. Or, nous, ce qu'on veut toucher, c'est l'inconscient. Et donc, vous pouvez très bien penser au fait que vous deviez aller chercher votre baguette de pain dans une demi-heure et vous dire oh là là, ça me gêne de penser à ça parce que c'est parasite. Mais en même temps, votre inconscient, il entend autre chose. Voilà. Et donc, soyez tranquille. Si vous avez des images parasites ou des choses comme ça n'a pas beaucoup d'importance. Acceptez-les. Et la séance est tout aussi bénéfique, La même séance si ces images sont arrivées, qu'on n'a pas suivi notre ligne. Oui, voilà. Il y a plein de choses comme ça, hein, même ailleurs que dans l'hypnose. Par exemple, si vous voulez vous souvenir de quelque chose, vous avez intérêt à le travailler juste avant de dormir. Parce que lorsque vous allez dormir, votre cerveau, eh bien, il s'éteint pas comme la lumière, il continue à fonctionner et il va permettre la mémorisation. Donc, on a vraiment un travail à plusieurs niveaux et donc ça sera efficace, en fait. Hein. Tout à fait. Bon, c'est bien, ça rassure les débutants. Oui, parce que c'est pas facile Quand on de démarre. continuer sur quelque chose, oui. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se laisser aller et tout accepter. Hein. Plus on essaie de résister à quelque chose, et plus ça vient en plus. Hein. En plus, si on a des images parasites et qu'on veut résister, ben, ça va nous énerver, ça va nous stresser et on réussira pas la séance d'hypnose. Donc faut tout accepter. Mmh. Je continue avec une question de Brigitte que j'ai beaucoup reçue en mail aussi cette semaine. Comment être sûr que l'on a bien réussi à s'auto-hypnotiser? Oh, là c'est très simple en fait, hein, parce que il y a une déconnexion de l'environnement. Alors, ce qui est un petit peu délicat pour répondre à cette question, c'est que on se fait une idée assez fausse de l'hypnose. Hein. On pense que lorsque l'on est en hypnose, on est comme enfermé, qu'on n'entend plus rien, etc. Non, non. Vous entendez encore les bruits de la rue, vous entendez si quelqu'un rentre dans la maison, vous allez l'entendre, etc. Vous êtes toujours connecté à votre environnement. Simplement, vous êtes plus connecté à l'intérieur de vous-même qu'à l'extérieur. Un petit peu comme quelqu'un qui est auto-hypnotisé ou hypnotisé par la télévision et qui n'entend pas sa femme ou son mari qui lui parle à côté parce qu'il est trop centré sur ce qui se passe à la télé.
Donc déjà, il va y avoir des manifestations très simples qui va être une détente physique et mentale. Des fois, il y a des signaux qui arrivent comme une lourdeur au niveau des paupières. Parfois, au niveau des mains, on a une sensation de légèreté ou de lourdeur ou de picotement ou de chaleur. Il peut y avoir vraiment plein de choses. Très souvent aussi, il y a un mécanisme, c'est la déglutition, c'est-à-dire que on déglutit différemment et ça, on s'en rend compte. Chez moi, c'est une des premières choses qui m'apparaît, c'est quand je sens la déglutition qui est différente et je sais qu'à ce moment-là, je suis en transe hypnotique. D'ailleurs, quand j'accompagne quelqu'un dans une séance d'hypnose, je me mets moi-même en auto-hypnose. Et donc, à un moment donné, je sais que j'y suis parce que j'ai cette déglutition. Il faut être attentif aux petits signes du corps. Petit signe, oui. Eugénia nous demande si l'auto-hypnose peut améliorer les acouphènes de l'autosclérose, de l'autospongiose. Alors, les acouphènes sont... alors, il y a plein comment dire, d'explications pour les acouphènes, qui sont des bruits qui surviennent dans l'oreille, etc. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les gens qui ont des acouphènes c'est vraiment quelque chose de très très ennuyeux, de très envahissant, de problématique. Ça ça a des conséquences importantes sur l'humeur. Parfois, les gens sont angoissés, ils sont stressés, ils sont pas bien à cause des acouphènes. Donc là, ça va être intéressant de pratiquer l'auto-hypnose. Évidemment, ce qu'il faut faire en premier, c'est aller. Alors donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'auto-hypnose va surtout améliorer la situation de la personne. Et puis après, évidemment, il faut consulter pour connaître la cause, parce que les causes peuvent être multiples. Ça peut être une cause articulaire, ça peut être aussi une cause dentaire qui provoque ça, un mauvais équilibre. Donc il y a plein de choses. Et là, il faut aller avoir un traitement dit étiologique, c'est-à-dire aller au niveau de la cause, en fait. Mais nous, on va agir plus au niveau du symptôme, c'est-à-dire la manifestation en fait de l'acouphène. Donc ça apportera un plus. Ça va soulager. Ça va soulager. Jean-Claude nous demande à présent s'il est possible avec l'hypnose de retrouver l'origine d'une neuropathie périphérique axonale. Oula, alors là on est dans la neurologie et on est dans les limites en fait de l'hypnose. L'hypnose va agir en fait plus sur la psychologie, etc., plutôt que sur la neurologie. C'est pour ça que on a dans des traitements, par exemple, dans certaines maladies, c'est vrai qu'on va améliorer les choses parce que les gens seront plus détendus, etc. Mais là, la guérison, c'est un peu plus délicat. On est aux limites en fait là de l'hypnose. D'accord. On continue avec une question de Caroline. S'il vous plaît, comment faire de l'auto-hypnose pour marcher et courir plus facilement? Douleurs musculaires liées à la maladie. Peut-on faire de l'auto-hypnose ou pseudo-auto-hypnose en marchant et en courant pour s'aider? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'appelle ça de l'hypnose dynamique, en fait. Voilà. De l'hypnose dynamique. Et je dois vous dire que les champions, etc., sont carrément en auto-hypnose lorsqu'ils courent, en fait. Et grâce à ça, ils ressentent moins les douleurs, etc. Donc, il y avait un champion australien qui, dans l'ultra-marathon de Sydney, en fait, c'est une course qui dure 10 jours et on fait 800 kilomètres. Et un monsieur de plus de 60, je crois qu'il avait 64, 65 ans, il a gagné la course. Lorsqu'il est arrivé, alors le premier jour, il était le dernier et puis le dernier jour, il était le premier. Donc c'est lui qui a gagné l'ultramarathon de Sydney. Et lorsque les journalistes lui ont demandé mais comment vous faisiez pour dormir, etc., il a été très surpris par la question et il a dit je ne savais pas qu'on pouvait dormir. Donc en fait il n'a pas dormi pendant 10 jours, il a couru pendant 10 jours sans s'arrêter.
s'endormir, etc. Il se nourrissait et donc il était en auto-hypnose, tout simplement. Et ça veut pas, encore une fois, on est toujours connecté à notre environnement, mais moins. Et ça permet de lutter contre la douleur, ça permet de courir de façon plus fluide, etc. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande. Alors, il faut que ce soit de la marche qui ne soit pas dangereuse, hein. C'est-à-dire que si vous faites de la randonnée en montagne, là, il faut avoir un niveau de vigilance très élevé parce que moi, je fais beaucoup de randonnées et je sais qu'il faut bien regarder autour de soi, il faut regarder les pierres, il faut regarder plein de choses, regarder où on met le pied. Donc là, je déconseille l'auto-hypnose. Mais par exemple, s'il s'agit de courir longtemps, vous pouvez vous mettre en auto-hypnose dynamique en fait. Donc voilà, ça marche très très bien. Et Ouais, on ouvre le champ des possibles. oui, tout à fait. Et vous pouvez vous envoyer des suggestions, par exemple de fluidité de la course, de bien-être, etc., ce qui va vous permettre de fabriquer de l'endorphine et de ne pas ressentir la douleur. D'accord. Tu as déjà un petit peu répondu sur la fréquence, mais Gisèle demande si pour le stress chronique, doit-on faire de l'auto-hypnose tous les jours? On peut faire tous les jours, on peut même faire 2 fois par jour, même 3. Le but, encore une fois, c'est de fabriquer des chemins neuronaux et synaptiques. Donc, plus vous allez le faire, un petit peu comme un élève qui va pour apprendre une fable de La Fontaine va se la réciter 20 ou 30 fois. Bah, à chaque fois qu'il se la récite, à chaque fois il approfondit, c'est une image évidemment, approfondit son chemin synaptique. Ben, pour l'auto-hypnose, ça va être la même chose. À chaque fois que vous allez faire une séance, à chaque fois vous allez améliorer le chemin synaptique qui mène à la production d'endorphines, donc antidouleur. Vous allez en même temps augmenter votre taux de sérotonine, donc de sérénité, etc. Donc ça va jouer à plusieurs niveaux. Avec l'endorphine, ça va jouer au niveau de la douleur et au niveau en ce qui concerne la sérotonine, ça va intervenir sur la perception de la douleur. Alors, parce que dans une douleur, il y a 2 choses. Il y a quelque chose de mécanique, en quelque sorte, et puis il y a la perception de la douleur. Donc, avec l'auto-hypnose, vous allez agir sur les 2, avec l'endorphine et la sérotonine. Et donc, plus vous allez le faire, et mieux ce sera. Il n'y a pas de contre-indication à l'auto-hypnose, en fait. Mmh. Gisèle complète, ta réponse précédente en disant qu'elle a du mal à comprendre comment on peut courir en auto-hypnose, car personnellement, l'auto-hypnose me demande de la concentration pour me détendre. Et l'entraînement peut-être? Oui, alors l'entraînement, tout simplement. Moi, alors je cours un petit peu moins maintenant. Je fais plus de randonnée, mais à une époque, je courais beaucoup et je dois dire qu'à un certain moment, j'étais hypnotisé par le bruit de mon pied sur le sol, quoi. Et c'était un son régulier qui revenait, etc. Et je pouvais courir très longtemps, en fait. Je courais jamais moins d'1 heure. Ce qui est pas énorme, enfin ce qui est quand même convenable. Et je courais et du coup j'étais très détendu, je courais de façon fluide, etc. Et mais alors là, il faut être dans des conditions particulières, c'est-à-dire que par exemple sur un stade, c'est très facile. Évidemment, on préfère courir en forêt ou dans des endroits sympathiques, mais sur un stade, alors là, c'est très très facile. Si vous courez 1 heure sur un stade, vous êtes en auto-hypnose parce que le bruit de vos pieds sur le sol, ça va vous mettre en auto-hypnose. Voilà. C'est une question d'entraînement, juste d'entraînement. Vous savez, c'est un peu l'auto-hypnose, c'est vraiment comme tout. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas jongler, par exemple, hein, il décide de consacrer 1 heure par jour pour apprendre à jongler. Vous allez le voir 1 mois après, il sait jongler, quoi. Voilà, c'est une question d'apprentissage, d'entraînement. Ah oui, de pratique. On continue avec Dominique. Dominique qui nous dit: souffrant de vertige en présence de hauteur et de vide, comme les ponts ou les passerelles, l'auto-hypnose peut-elle être une aide? Oui, alors là, complètement oui. Et je vais vous avouer une chose, je l'ai vécu personnellement puisque j'avais beaucoup de vertiges et il n'était pas question à la limite de me faire monter sur un tabouret, etc. Et j'ai réglé mes problèmes de vertige avec l'auto-hypnose, tout simplement. Ouais. Sauf
pardon, si c'est un problème physiologique, un problème d'oreille interne. Donc, dans ce cas-là, c'est autre chose. Donc, si on a des vertiges, l'une des premières choses à faire, c'est d'aller consulter un ORL qui est spécialisé dans ce genre de problème pour voir, parce qu'il y a des vertiges qu'on appelle les vertiges de Ménière, etc. Donc, il faut vérifier au niveau de l'oreille interne que tout va bien, parce que c'est là que, dans l'oreille interne, que se trouve une sorte de niveau, en quelque sorte, qui nous dit où on est. Si vous n'avez pas de problème au niveau de l'oreille interne, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser l'auto-hypnose. Sinon, vous allez utiliser une technique, en fait, pour résoudre ce problème de vertige. Mais là, c'est vraiment particulier, quoi. Très bien. On continue avec Catherine. Catherine, question pratico-pratique. Dans le premier exercice, on doit garder la main levée où je trouve que ça crée de la fatigue. Du coup, je n'arrive pas à me détendre. Est-ce normal? Comment faire pour contourner ce problème? Merci. Alors, en auto-hypnose, en fait, il faut, comment dire, être très pragmatique. Voilà. Et donc, si jamais votre main en position donc comme ça qu'on appelle lévitation et lorsqu'on la provoque c'est catalepsie, si vous éprouvez une fatigue, eh bien tout simplement vous reposez la main. Voilà, c'est, vous voyez, la réponse est très simple. Faut jamais forcer en fait en hypnose. Hein. Il faut vraiment écouter son corps. Et vous savez, il y a des gens. Alors la lévitation alors la lévitation c'est la main qui monte toute seule. La catalepsie c'est quand une tierce personne vous prend le poignet et le met dans cette position. Milton Erickson faisait très souvent ça. Alors déjà il faut pas le faire avec un bras si vous avez une douleur au niveau articulaire ou des choses comme ça. Et parfois, la personne a une sensation de légèreté au niveau de la main, ce qui fait que la main monte toute seule et reste dans une position. Et en général, quand la main monte toute seule, elle va rester des heures comme ça sans aucune fatigue. Et parfois, à l'inverse, les gens ne ressentent pas une légèreté, mais ressentent une lourdeur au niveau de la main. Et dans ce cas-là, même le fait de prendre le poignet et d'essayer de le mettre en catalepsie ne fonctionne pas parce que la main est lourde et elle retombe. Voilà. Et là, c'est un signal, c'est un message qu'envoie l'inconscient. Et donc là, du coup, il faut simplement laisser sa main dans la position où elle est. Voilà. Notre but à nous, c'est pas de faire un spectacle et de dire aux gens, voyez, vous voulez pas lever votre main, mais je vous oblige à le faire grâce à l'hypnose. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On est au contraire dans l'écoute et voilà, on laisse les choses se faire. Donc elle repose sa main et puis elle se repose, tout simplement. Profite de l'instant présent. Et profite de l'instant présent. On a ensuite des commentaires. Donc Joël qui nous dit qu'effectivement, elle a plus d'acouphènes quand elle est stressée. Ouais. Caroline qui commentait, tu as répondu entre-temps, si l'hypnose dynamique consiste donc à faire uniquement des suggestions, je ne vois pas trop comment faire, mais tu as répondu Oui. au fil de la conversation. Juste un mot quand même par rapport aux suggestions. Il y a plusieurs objectifs hein, dans une séance d'hypnose. Ça peut être de se détendre, ça peut être de se sentir bien, le bien-être ou des choses comme ça. Et dans ce cas-là, on sera assez proche de la sophrologie et assez proche de la méditation. Et puis, ça peut être de modifier des agencements psychologiques néfastes. Voilà. Et je dirais que c'est là le point fort de l'hypnose, c'est de modifier des agencements psychologiques néfastes. Et à ce moment-là, on va le faire sous forme de suggestions. Voilà. Et les suggestions, il faut les travailler, il faut apprendre à les faire aussi. On verra d'ailleurs dans la prochaine fois que je vais présenter un dossier, ça va être sur les techniques régressives, où là je parlerai aussi des suggestions, et c'est très bien pour les personnes qui vont regarder le dossier sur les techniques régressives de bien apprendre et s'entraîner avec l'auto-hypnose parce qu'ils auront un résultat encore meilleur et encore plus fort. Mais les suggestions, voilà, c'est quelque chose qui va permettre de modifier les agencements psychologiques néfastes. Par exemple, imaginez quelqu'un qui soit phobique. Alors, je vais vous citer l'exemple d'une stagiaire qui était phobique, en fait, des mouches.
Et les gens autour d'elle lui disaient non mais attends, une mouche c'est pas dangereux, comment? Mais c'était une insulte à son intelligence parce qu'elle savait bien qu'une mouche c'était pas dangereux, mais c'était plus fort qu'elle en fait. Elle avait peur des mouches. L'histoire a montré, parce que j'avais fait une technique régressive, que en fait, elle avait peur des mouches parce qu'à l'âge de 2 ans, ses parents l'avaient enfermée dans les toilettes pour l'obliger à faire sur le pot. Et il y avait une grosse mouche et ça l'a tellement terrifiée que après, elle a toujours eu peur des mouches. Elle était devenue phobique des mouches. Et elle est restée comme ça jusqu'à l'âge de 50 ans, ce qui est quand même assez ennuyeux. Donc, on avait fait une séance d'hypnose. Et l'agencement psychologique néfaste qu'elle avait, c'était dans l'inconscient, mouche égale danger. Voilà, c'était ça, son agencement psychologique néfaste. Et grâce à des suggestions et à une technique régressive, eh bien, on a envoyé un autre message à l'inconscient. Et cet autre message, c'était que la mouche ne constituait pas un danger pour la personne. Le conscient, ça, le savait très bien. C'était l'inconscient qui ne refusait ce message-là. Et grâce à l'auto-hypnose et à l'hypnose, puisque en fait, avec l'hypnose, on accède à l'inconscient, on a modifié l'agencement psychologique néfaste et après, il n'avait plus peur des mouches, évidemment. Non, mais super, merci Caroline, alors du coup, d'avoir permis cette précision sur les suggestions. Annie nous demande quel est l'intérêt de faire une lévitation d'une main. C'est un renforçateur de transe. Au même point que la catalepsie d'ailleurs, à tel point que parfois on peut mettre quelqu'un en hypnose en lui disant simplement fais comme si ta main était légère, fais comme si ta main avait envie de monter et laisse monter ta main. Du coup, la personne monte la main et parfois, en laissant sa main monter centimètre par centimètre, à un moment donné, elle rentre toute seule en auto-hypnose. Voilà. Donc, c'est une technique d'induction. C'est aussi une technique d'approfondissement de transe. Au même titre, d'ailleurs, que la catalepsie. Encore une fois, la catalepsie, c'est la lévitation, c'est la main qui monte toute seule. La catalepsie, c'est une tierce personne qui prend le poignet et qui le met dans cette position-là. Voilà. Donc, c'est un approfondissement de transe. D'accord, très bien, merci. Pascal, j'allais passer aux questions reçues sur le chat cette semaine. Mais Pascal nous demande, suite au déroulement de la première technique, relaxation, yeux fermés. Mais Pascal, c'était une question que j'allais poser, qu'on a reçue cette semaine sur le chat. Donc, je reprends. Suite au déroulement de la première technique relaxation, yeux fermés, les larmes coulent, je n'arrête pas de bâiller, mon nez coule alors que je n'ai pas de rhume. Pourquoi ? Oui. Alors là, c'est tout simple. C'est ce qu'on appelle, nous, une abréaction. Voilà. Une abréaction, c'est une manifestation donc physique de quelque chose d'intérieur. On ne sait pas toujours quelle est la cause. Il y a des personnes, moi j'ai vu des personnes qui, pendant une séance d'hypnose, se mettaient à rire sans pouvoir s'arrêter et ne savaient pas pourquoi. D'autres personnes se mettaient à pleurer et après, alors là, je pouvais éventuellement, parce qu'on peut toujours sortir de la transe hypnotique et y retourner sans difficulté. C'est même une technique d'approfondissement de transe. Et donc, je l'avais sorti de la transe hypnotique pour lui parler et je lui dis, voilà, est-ce que tout va bien ? Et elle me dit, oui, tout va bien. Je sais que je pleure, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est une abréaction. Alors une abréaction, c'est une manifestation, donc comme j'ai dit, extérieure, un petit peu comme parfois lorsque l'on va chez un médecin, qu'on a un petit abcès, il nous fait une petite incision, il y a des choses qui sortent, donc c'est bien. Hein, vaut mieux que ça sorte que ça reste emprisonné. C'est plutôt une bonne chose. À tel point que parfois en hypnose, on décide de provoquer une abréaction en fait. Hein. Donc évidemment, si on provoque une abréaction, il faut savoir la contrôler et la maîtriser. Bon, on apprend ça pendant la formation évidemment, parce que l'abréaction permet de sortir des choses qui sont enfermées. On en parle notamment dans une technique qu'on appelle la Gestalt, par exemple, mais on sait bien tous que lorsqu'on refoule à l'intérieur de soi des émotions, eh bien, il y a un moment où il faut que ça sorte, en quelque sorte, et ça peut sortir de différentes manières. Donc, si ça sort avec des larmes qui coulent,
ou un rhume, etc. Je trouve que c'est une façon agréable, enfin à minima, hein, de faire sortir des choses emprisonnées, quoi. Oui, c'est ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, voilà, belle technique pour libérer encore l'auto-hypnose. Exactement. On va continuer là cette fois-ci avec les questions reçues cette semaine, mais vous pouvez continuer à les envoyer dans le chat. Donc on a reçu une question, alors tu as répondu tout à l'heure sur la différence entre l'hypnose et la sophrologie. On a reçu également la question de la différence entre l'hypnose, l'auto-hypnose et la méditation. C'est ça. Alors, il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs choses à dire. Peut-être que déjà on peut dire les similitudes. L'hypnose comme la méditation va nous conduire dans un état modifié de la conscience. Alors je dis état modifié de la conscience parce que tout le monde connaît ce terme-là lorsqu'on parle d'hypnose, mais moi je préfère un autre terme, c'est celui que je vais utiliser maintenant, c'est un état particulier de la conscience. Puisque d'abord on a du mal à définir ce qu'est un état normal de la conscience, donc du coup comme on n'a pas de point de repère, c'est pas facile de parler d'état modifié. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on a une infinité d'états de la conscience, et l'hypnose et la méditation sont des états particuliers de la conscience. Alors ça c'est un point. Il y a beaucoup de similitudes entre la méditation et la technique que je vous ai proposée, la première, c'est-à-dire le body scan. D'ailleurs, le body scan est une technique de méditation. Et le but de la méditation n'est pas de modifier les agencements psychologiques néfastes, donc il n'y a pas de suggestion, etc., ce qui est le cas de l'hypnose. Donc j'ai envie de dire que l'hypnose contient la méditation et pas l'inverse. Alors après, il y a une question d'origine, je dirais, géographique. Et puis des différences également au niveau de l'utilisation de la méditation et de l'auto-hypnose et de l'hypnose. La méditation est une très bonne technique pour prévenir la dépression. C'est aussi une très bonne technique pour éviter les rechutes après une dépression. Mais c'est une moins bonne technique pour traiter une dépression. Il y a même des auteurs qui déconseillent l'utilisation de la méditation lorsque les personnes sont déprimées, alors que l'auto-hypnose et l'hypnose sont, à mon avis, d'excellentes techniques pour soigner la dépression. Voilà, donc voilà, c'est des différences essentielles entre l'hypnose. Alors l'auto-hypnose aussi est très rapide. Voilà, ça va être. Il faut beaucoup d'entraînement avec la méditation pour y arriver, alors que l'auto-hypnose va avoir un effet très rapide. Et donc, par exemple, contre la douleur, à ma connaissance, il n'y a pas plus efficace que l'auto-hypnose, que l'hypnose et l'auto-hypnose, si ce n'est de prendre des médicaments, évidemment, mais je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, à utiliser à minima les médicaments. Je suis pas contre du tout les médicaments, je voudrais pas laisser croire ça. Les médicaments ont fait faire un bond, évidemment, à la médecine, les antibiotiques, les antidouleurs, les anesthésies, etc. Mais simplement, je trouve qu'on en fait un usage excessif. Et que donc du coup, c'est quand même un produit qu'on va gérer et qui va être filtré par le foie et autres, et si on prend trop de médicaments, bien on s'abîme, c'est contre-productif au final parce que on va s'abîmer la santé, quoi. Donc on va aller mieux d'un côté, puis on va aller moins bien de l'autre. Donc, oui, totalement. Les médicaments, on en prend beaucoup trop. Il y a une tendance, oui. Mais on est là ici pour justement trouver une autre voie possible aussi à cette prise parfois excessive. Alors il y a évidemment l'auto-hypnose, mais on va voir justement avec Dynamica qu'il y a d'autres voies d'entrée pour aller mieux. C'est vraiment notre objectif, notre but. Dynamica, c'est en vous proposant plein de sujets de vous aider à aller mieux. Et on va évoquer à un autre moment la respiration, et la respiration c'est important. On va évoquer l'alimentation. Alors là, si vous me lancez sur l'alimentation, je vais en parler pendant 1 heure tellement c'est important.
important au niveau épigénétique, hein, c'est-à-dire que on a des cancers qui sont provoqués par une mauvaise alimentation. Et là aussi, il y a de la prévention à avoir avec l'alimentation, mais ça, je laisserai Alain Huot, mon ami Alain Huot, vous en parler. Et puis peut-être aussi que un jour, je ferai aussi un sujet là-dessus, parce que on peut avoir plusieurs sujets sur la même chose. Hein. Oui, le sujet est intarissable. Oui, voilà. Féline, du coup, revient un petit peu sur ce que tu disais sur l'extériorisation des émotions, et elle demande si on peut prendre les pleurs comme une réussite d'un déblocage lors d'un traitement d'un sujet à travailler sur soi-même, Oui, sur oui, soi. oui, oui. Moi, je le pense. Je le pense. Alors déjà, ce qu'on peut dire en premier, c'est qu'il se passe quelque chose. Voilà. C'est-à-dire qu'avant la séance, on pleurait pas. Pendant la séance, on pleure, et après, on peut continuer parce que ça a débloqué quelque chose. Et je pense vraiment que c'est libérateur. Voilà. D'autant si j'ai envie de dire à chacun et à tous, c'est que on a toute une culture de l'émotion qui n'est pas bonne. Hein. Par exemple, je sais pas, on le dit moins maintenant, mais moi, pour ma génération, aux jeunes garçons, on leur disait, quand on est un homme, on pleure pas. J'en parlais cet après-midi parce que j'étais en formation ici. Là, je suis dans mon centre de formation. Et j'étais sur une formation projet de vie, et je dis bah si, quand on est un homme, on a le droit de pleurer aussi, quoi, en fait. Hein. Et ces croyances là, en fait, sont très néfastes. Hein. Il y a des gens qui s'interdisent de pleurer. Il y a des cultures familiales, des cultures aussi au sens large, où on dit on doit pas montrer ses émotions, on doit cacher ce qu'on ressent, etc. Donc il y a plein de croyances néfastes sur les émotions. Mais le fait d'avoir ces croyances néfastes ne signifie pas qu'on n'a pas quelque chose à l'intérieur qui ne va pas, au contraire. Hein. Et je pense que les émotions, elles ont besoin de sortir. Donc, lorsque quelqu'un est malheureux, je pense qu'il faut qu'il pleure, c'est une bonne chose. Après, il faut s'occuper de sa tristesse, de son malheur, etc. Et le fait qu'en hypnose, il y ait des pleurs ou des choses comme ça veut dire qu'il se passe quelque chose, et c'est pour moi plutôt bien. Alors, je ne veux pas en faire exprès de faire pleurer les gens pour autant. Hein. C'est pas le but. Hein. C'est-à-dire, ils vont pleurer si c'est bien pour eux. Sinon, rassurez-vous, je ne fais pas pleurer. Merci de préciser, Robert. Bon, Féline nous dit qu'il lui arrive de pleurer régulièrement, donc c'est bien, Féline. Vous voyez, Oui. Robert vous a dit que c'était plutôt libérateur, donc Oui, tout à fait. très bien. On continue avec les questions reçues cette semaine. On a Patricia qui nous demande si le fait de commencer la relaxation par les pieds est propre à l'auto-hypnose, et s'il y a un avantage du coup de commencer cette relaxation par le bas plutôt que de descendre de la tête vers les pieds. Oui, alors c'est pas propre à l'auto-hypnose. Néanmoins, c'est ce que moi j'enseigne, et je l'enseigne avec un but bien précis en fait. Hein. C'est pas comme ça. Je n'ai pas tiré à pile ou face en fait pour savoir si je commençais par les pieds ou par la tête. C'est juste symbolique en fait. Hein. C'est symbolique. Pourquoi ? Ben, si vous prenez un arbre par exemple, eh bien, il se nourrit dans le sol. Et donc, on pourrait dire une métaphore par rapport aux pieds qui sont posés sur le sol. Ensuite, la sève va monter par les racines, puis aller jusqu'au tronc, et ensuite passer dans les branches, et ensuite les feuilles, et puis ensuite, eh bien, il va respirer à l'extérieur. Et donc, c'est pour ça que je propose cette technique. Alors, parfois, les gens conseillent de commencer par la respiration, et je les comprends. La respiration, c'est vraiment très, très important. Et moi, franchement, ça me va. Hein. Quelqu'un qui me dit, moi, je préfère commencer par la respiration. Eh bien, si c'est important pour la personne, je dis, allez-y, la respiration, c'est formidable. Et donc, commencez par ça. Simplement, d'un point de vue symbolique, eh bien, je préfère commencer par les pieds et terminer par, quand même, j'ai envie de dire, l'organe noble qui est le cerveau. Hein. Et voilà pourquoi je fais comme ça, quoi. Mais bon, voilà, c'est symbolique. C'est symbolique. Les deux pourraient, à mon avis, fonctionner très bien. Et après, ce qui est intéressant quand même par cette technique, c'est que on commence par les pieds, on finit par le visage. Et ensuite, eh bien, tout naturellement, on va passer par l'esprit, et c'est là qu'on va envoyer des suggestions. C'est pour ça que j'aime bien terminer par la tête.
et donc par l'esprit, le cerveau. D'accord, ça fait sens. Voilà. On avait Muriel qui nous avait posé une question au sujet de la deuxième technique. On en a un peu abordé déjà tout à l'heure. Elle dit que son bras ne se lève pas tout seul, et lorsqu'elle le lève, il retombe tout seul et ça la déstabilise. Puis-je le laisser sur ma cuisse ou est-ce indispensable de le lever pour atteindre l'état voulu? On a un petit peu parlé, mais Oui, oui. Donc du coup, ce que je peux dire, c'est que ça n'est pas elle peut le indispensable. laisser en fait. Et elle laisse sur sa jambe tout simplement, et elle va se concentrer à ce moment-là, non pas sur sur sa main qui se lève, mais sur le contact de sa main avec sa jambe. Voilà. Mmh. Et puis, s'il y a une lourdeur, elle peut se concentrer sur la lourdeur. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais une stagiaire. C'était dans une formation. J'enseignais l'estime de soi et la confiance en soi. Et dans l'estime de soi et la confiance en soi, à un moment donné, je propose une lévitation à la personne. Je lui propose et ça marche pas. C'est normal, c'est logique. Je suis pas là pour donner des ordres, et donc son cerveau avait décidé de ne pas faire de lévitation. C'était ok. Je propose une catalepsie, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, je prends le poignet et je le mets dans cette position-là. Et là, la personne, hop, le bras retombe. Je dis ok, c'est bon. J'ai essayé. En hypnose, on n'est pas là pour forcer, pour obliger l'inconscient à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Hein, voilà. Il veut garder son autonomie par rapport à moi, je ne sais pas. Et je continue ma séance. Et à un moment donné, après à peu près un quart d'heure, 20 minutes de séance, eh bien, j'ai vu sa main se lever tout doucement, alors que je n'y pensais plus du tout. Voilà. Sa première main a monté et quelques minutes après, sa deuxième main a monté aussi, alors que j'avais abandonné en fait l'idée de faire une lévitation, une catalepsie. Donc, à un moment donné, faut laisser l'inconscient s'exprimer, et puis il va décider. Donc peut-être que je crois que c'était Céline, hein, c'est ça? Cette question-là, c'était Muriel. Muriel. Alors peut-être que Muriel, du coup, eh bien, elle va. Donc, ce que je lui conseille, c'est de laisser sa main sur sa jambe, de ne pas forcer. Et puis peut-être qu'en continuant la séance, à un moment donné, elle va être surprise et avec étonnement, elle va constater que sa main commence à bouger et à monter alors qu'elle n'y pensait plus. Voilà. Donc voilà, c'est bon, c'est comme ça. Faut accepter. C'est de l'ordre un peu du lâcher prise. Oui, voilà, c'est de l'ordre du lâcher prise, et puis peut-être aussi un message quand on voit l'inconscient et qui dit non, mais attends, tu me dis de lever la main et moi si je veux pas alors. Hein, moi je dis toujours, nous on est là pour proposer, on n'est pas là pour imposer quoi. Je respecte l'inconscient. L'hypnose, alors lorsqu'on fait de l'hétérohypnose, c'est-à-dire qu'il y a un hypnotiseur et un hypnotisé, c'est une communication d'inconscient à inconscient. Alors que là, dans l'auto-hypnose, c'est de l'hypnose par soi-même pour soi-même. Donc c'est son propre inconscient qui va gérer les choses. Tout comme la personne qui tout à l'heure disait qu'elle a pleuré et puis elle avait l'impression d'avoir un rhume, etc. Eh bien, elle n'a pas décidé de faire ça, quoi. En fait, c'est son inconscient qui a décidé d'envoyer ça comme message, donc il faut le prendre tel quel. Voilà. Ah, très bien. Et nous arrivons à la dernière question envoyée sur le chat cette semaine. Est-ce que l'auto-hypnose est recommandée en cas de dépression? Alors, oui, c'est recommandé en cas de dépression, contrairement à ce que certains auteurs disent sur la méditation. Voilà. Simplement, il faut il faut travailler différemment. Et j'ai créé une technique dont je parlerai d'ailleurs dans un prochain dossier, qui s'appelle la machine à rêver. Voilà. Et ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui faisaient une dépression avaient en quelque sorte une panne de la machine à rêver. Ils ne voient plus leur avenir, ils ne voient plus de futur florissant, etc. Et le dépressif n'arrive plus à rêver. Et donc, à ce moment-là, ce que je recommande, c'est de faire cette technique, donc la machine à rêver. Je l'avais appelé aussi The Dream Machine. Pourquoi je l'avais appelé comme ça? Parce que en France, le rêve, c'est pas toujours bien vu. Hein. Lorsque quelqu'un rêve, on dit oh t'es un doux rêveur, ça veut dire que t'es pas sérieux, quoi. En fait, hein. Moi, je trouve que c'est
contraire, quand on rêve, on fait de magnifiques projets, etc. Et on a aussi cette culture anti-rêve un petit peu, hein, alors que chez les Anglais, ou plutôt chez les Américains, rêver, ça fait presque partie de la Constitution. Hein. C'était Walt Disney qui disait rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Voilà. Et, et j'aime C'est bien Peter Pan, je citer, crois. hein, ou alors le pasteur Martin Luther King qui disait I have a dream, quoi, en fait. Hein, voilà, j'ai un rêve. Ouais. Et donc, oui, pour les dépressifs, c'est intéressant de remettre la machine à rêver en route, en fait, la remettre en activité. C'est pour ça que j'ai créé cette technique, la machine à rêver ou The Dream Machine. Et elle se pratique sous hypnose et ça donne des résultats fabuleux, quoi, en fait. Hein. Alors, attention, dans une dépression, quand même, il faut le dire, la première chose à faire, c'est de consulter. Voilà. Ça, c'est la première urgence. Hein. Consulter en premier. Ensuite, le médecin peut vous mettre sous antidépresseur. J'en ai parlé tout à l'heure. Ce sont des IRS, donc inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Ça va augmenter le taux de sérotonine dans votre cerveau, donc c'est très bien. Une fois que vous êtes sous médicaments, à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre des choses en route. À ce moment-là, vous allez pouvoir faire une activité physique, du sport, c'est très bien pour la dépression. Le problème des dépressifs, tous les gens qui ont fait des dépressions, c'est que souvent ils n'ont pas envie. Voilà. Il y a une perte d'envie chez la personne qui fait une dépression, perte de rêve, perte d'envie. Et faire une activité physique, manger des choses saines, etc. Parce que là aussi, au niveau de la nutrition, il y a beaucoup à dire contre la dépression grâce à la nutrition. Et puis l'auto-hypnose, à ce moment-là, ça devient formidable. Donc mettre ça en place, même des massages, c'est très très bien. Mettre tout ça en place parallèlement à la prise de médicaments pour en prendre là aussi moins et peut-être aussi moins longtemps. Et dès que l'on va mieux, à ce moment-là, il faut retourner voir le médecin. Et c'est uniquement le médecin qui doit arrêter la prise de médicaments. Hein. Ça n'est pas, on ne doit jamais le faire de soi-même. Et on ne doit jamais le faire sur les conseils de quelqu'un qui vous dit « Oh, maintenant tu vas bien, arrête d'en prendre ». Non, non, on va voir le médecin juge que c'est bon et à ce moment-là, on arrête. Donc, on va être aidé par l'auto-hypnose. Et alors, en plus, si vous voulez, l'auto-hypnose, pour quelqu'un qui a une fragilité de ce côté-là, eh bien, ça va être préventif par rapport à la dépression et empêcher l'arrivée de la dépression. Et une fois qu'on sera guéri de la dépression, ça va éviter les récidives. Voilà. Donc, dans ce cas, on voit bien on est vraiment dans une stratégie en fait de traitement pour la dépression. Oui, agir sur le long terme, sur la durée en profondeur. Ça, c'est vraiment, enfin, s'il y avait, j'ai envie de dire, aux gens qui nous écoutent, et je suis vraiment très très heureux de partager tout ça avec eux, mais s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, voilà, c'est de persévérer. Voilà, et de s'entraîner et autres. Hein. Il n'y a pas de magie là-dedans, c'est l'entraînement. Si vous pratiquez l'auto-hypnose, vous allez voir que vous allez pouvoir faire des choses fantastiques si vous vous entraînez. C'est pas un one shot en fait. Hein. Voilà, il faut le faire régulièrement et ça peut même devenir une sorte d'hygiène de vie. Hein. Vous rentrez du travail, vous êtes par les transports en commun, vous vous en rendez peut-être pas compte parce que vous êtes habitué à tout ça et vous vous rendez pas compte à quel point votre cerveau est bombardé par des choses négatives, eh bien, vous pouvez, une fois rentré chez vous, prendre 5 ou 10 minutes pour vous détoxifier le cerveau, en quelque sorte, en faisant une séance de relaxation, etc. Ça vous évitera de vous énerver pour pas grand-chose parce qu'il y a un enfant qui fait du bruit ou le voisin au-dessus qui a mis sa musique trop fort et on devient irritable. Le travail est générateur de stress, les transports aussi, il y a de la fatigue et tout ça, et faire une petite séance de relaxation, d'hypnose, en s'envoyant de belles images, eh bien, ça va permettre de continuer sa soirée dans de bonnes conditions. Ah, c'est parfait, joli mot pour la fin. Voilà. Simplement, Séverine qui demande si la réponse que tu as donnée pour la dépression peut s'appliquer pour un burn-out.
Oui, alors alors souvent il y a une confusion entre la dépression et le burn-out, hein. Le burn-out, en français, c'est un syndrome d'épuisement professionnel. D'ailleurs, c'est pas un très bon terme, bien soit quand même très explicite, parce qu'on peut faire un burn-out pour des raisons personnelles. Et je pense aux mamans qui doivent s'occuper d'enfants qui jouent, qui crient, qui font du bruit après une journée de travail. Il y a de quoi faire un burn-out. Donc le burn-out, il peut aussi être personnel. Alors, dans le traitement du burn-out, oui, c'est la même chose, hein. Alors, le burn-out, c'est une maladie quand même pas facile à traiter et on va pouvoir utiliser l'auto-hypnose pour se ressourcer, s'envoyer des images positives, etc. Oui, tout à fait. Ça va soulager la charge mentale de Et, manière générale. et puis, ça peut permettre indiscutablement d'éviter le burn-out. Voilà. En C'est-à-dire prévention. charge émotionnelle qui fait qu'à un moment donné, on craque. Voilà. Donc éviter, comme je le disais, quand on rentre à la maison, de se libérer l'esprit. Et puis aussi dans le burn-out, et puis là on va plus avoir le temps, mais l'auto-hypnose, ça marche très bien contre l'insomnie. Et on sait bien que ce soit la dépression, que ce soit le burn-out, que les gens n'arrivent plus à dormir. Donc déjà qu'ils sont en surcharge émotionnelle, déjà qu'ils ont des tas de soucis, et à cause des soucis, ils n'arrivent plus à dormir, donc ils ne peuvent pas se réparer. Et donc là, l'auto-hypnose va permettre de s'endormir. Et c'est juste, alors là, c'est magique, hein. Je l'ai pas prévu dans les 6 prochains, mais je vous promets que je vous ferai un dossier sur le sommeil et l'auto-hypnose, et vous allez voir, c'est fantastique. On le note, Robert. Le sommeil, autant au niveau quantitatif, c'est-à-dire dormir suffisamment, et surtout, on n'y pense pas, mais aussi qualitatif, parce que pour se réparer, il faut avoir un beau sommeil de qualité. Parfois, on peut dormir 8 heures et ne pas se réparer, et ne pas se réveiller en forme, et on va somnoler un petit peu toute la journée. Alors, on va prendre du café, etc., ce qui va être contre-productif. Ça va donner un sommeil de qualité. Ouais. Il y a tant de bienfaits sur auto-hypnose que on pourrait aborder une multitude de sujets autour de l'hypnose avec des répercussions du coup des bienfaits de l'auto-hypnose. C'est pour ça que c'est bien d'avoir commencé par ce dossier-là. Oui. Comme ça, toutes les techniques que vous pourrez voir par la suite, la machine à rêver, The Dream Machine, ou alors la technique régressive, et puis le sommeil, je vous ferai un dossier là-dessus. Eh bien, évidemment, l'auto-hypnose va vous aider dans tous les autres dossiers qui vont suivre. Donc, ça va vraiment être formidable, quoi. Moi, j'ai vraiment envie que ce soit formidable pour vous. Je vais mettre toute mon énergie et mon envie de partager là-dedans. Une vraie plateforme de partage, du coup, Voilà. tout ça. Je crois que ça, c'est vraiment le mot. Du coup, nous arrivons au terme des questions. N'hésitez pas, quoi qu'il en soit, pour continuer à en poser tout au long de la semaine. Et voilà, l'équipe de Vivo Vojo Dynamica répondra. Robert, tu en feras partie. Très heureux de répondre aux questions, donc allez-y, quoi. Je répondrai, c'est promis. N'hésitez pas, quoi qu'il en soit, donc du coup, à aller sur le chat, à discuter entre vous, comme on le disait en début d'émission, sur le forum. Retrouvez-nous aussi, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, sur la page Vivo Vojo, que ce soit ou sur Facebook ou sur Instagram. Il y a Eugénia qui remercie Dorothée. Merci beaucoup. On a reçu des jolis messages sur le chat cette semaine sur la qualité de ton dossier, Robert. Merci Dorothée, merci Féline. Enfin, c'est vraiment super. Vous savez, c'est ça qui me booste, hein. Je reçois des mails, je reçois des messages. C'est vraiment formidable. J'ai envie de communiquer. Vous savez, c'est ça notre chance, hein, c'est que quand on écrit un livre, eh bien après on écrit le livre, bon, on peut faire une dédicace et puis après on voit plus nos lecteurs, quoi, hein, quand on écrit un livre. Alors que là, comme on va se voir tous les mois, et moi je suis déjà impatient d'être au prochain webinaire, on va pouvoir communiquer et puis je vais revoir Joël là qui laisse un message, je vais revoir Françoise, Annie qui sera là, Féline. Et puis aussi, j'ai envie de dire, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un de votre entourage, bien faites connaître Dynamica parce que
vraiment on est à fond là-dedans, on a vraiment envie de faire un produit magnifique, sublime, etc. On a envie, on a presque envie de changer le monde. Allez, allons-y. On a presque envie de changer le monde pour que les gens soient heureux, qu'ils soient dans le bien-être, etc. Donc, faites connaître Dynamica à vos amis, à vos proches, etc. pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Et donc voilà, faites-nous connaître et nous on sera toujours très heureux de partager. Il y a encore plein de messages. Là, je vois Marco, Karina, enfin Joël, voilà, et tous ceux qui défilent parce que j'ai pas le temps de tout lire. Oui, oui, on en ressent aussi par J'ai mail. Donc, merci en tout cas voilà, pour ces jolis mots qui font plaisir. Écoute Robert. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Silver Caron, Oui, qui nous parlera de posture et c'est de formidable. comment éveiller notre corps au mouvement. Voilà, un Ouais. dossier qui s'annonce passionnant parce qu'on se tient tous assez mal finalement. Donc, on va apprendre plein de choses encore la semaine prochaine. Voilà. J'adore Silver, ça va être fantastique. Ça va être fantastique. On a hâte. Bon, merci beaucoup en tout cas, Robert. J'ai adoré passer ce moment avec toi. Moi aussi. On te retrouve du coup dans quelques semaines pour les techniques régressives. On l'a dit sur comment retourner dans le passé pour réparer les blessures de l'enfance. Voilà. Donc, on sera tous au rendez-vous. Voilà. À très bientôt. Je vous embrasse tous et puis on se retrouve pour le prochain webinaire. Voilà. À À bientôt. très bientôt. Au revoir. Bye bye.